Bonsoir à toutes et à tous. Quelques mots pendant que les dernières personnes qui arrivent prennent le temps de s'installer. Bienvenue à l'auditorium du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il y a presque un an, le 1er avril 2022, le tableau de Marc Chagall, le père, quittait les cimaises du Mage pour être restitué aux ayants droit de son propriétaire, spolié à Lodz en 1940, David Sender. Cette œuvre, affectée au Musée national d'art moderne Centre Pompidou, était en dépôt au Mage depuis son ouverture. Une longue enquête a permis de comprendre que le père, entré dans les collections nationales en 1988 par dation en paiement des droits de la succession de Marc Chagall, correspondait au tableau volé à David Sender en 1940 en Pologne dans le cadre des persécutions antisémites nazies. On peut aussi mentionner une autre restitution récente, celle de la sculpture de Chana Orloff, intitulée L'enfant Didi, spoliée dans le pillage de son atelier en 1943, qui, après une longue négociation, a enfin été restituée à la famille. Cette œuvre sera exposée au musée à partir du mois de novembre dans le cadre d'une exposition intitulée Didi, itinéraire d'une œuvre spoliée. La mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, service du secrétariat général du ministère de la Culture, est au cœur de ces recherches de provenance aboutissant à des restitutions aux familles. David Zivie, chef de cette mission, a commandé une série de documentaires radiophoniques afin de faire connaître au grand public ses parcours, incarner ses enquêtes et ses procédures administratives, et rendre ainsi plus explicite ce qui se cache derrière le M2RS, ou la M2RS. Pardon. Nous sommes très heureux ce soir qu'il soit ainsi à l'honneur et de vous faire découvrir en avant-première cette série de podcasts. Cette série sera accessible en ligne dès demain sur toutes les plateformes et ce soir, nous aurons donc le plaisir de découvrir ensemble le premier épisode. Nous tenons à remercier nos invités, David Zivie, Elsa Vernier-Lopin et Léa Weinstein, ainsi que Jonathan Ayoun, qui va animer cette rencontre, qui est auteur, réalisateur, essayiste, et également, notamment plutôt, il a réalisé la série documentaire que vous avez sûrement vue sur Arte en 2021, Histoire de l'antisémitisme. Je vous remercie à tous, merci d'être si nombreux ce soir, je vous souhaite une excellente soirée. Merci et bonsoir à tous. Ravi d'introduire et de vous présenter ce moment de rencontre avec donc David Zivie et Elsa Vernier-Lopin qui sont respectivement chefs et chargés de recherche pour la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 et Léa Weinstein qui est philosophe, écrivaine et documentariste et donc qui a écrit et conçu la série documentaire donc de 6 épisodes dont nous avons la chance et nous aurons la chance dans quelques instants d'entendre le premier épisode intitulé De l'autre côté du tableau. Donc 6 histoires d'œuvres d'art, d'objets d'art spoliés par les nazis et dans ce travail, dans cette proposition de la mission de recherche et dans ce travail d'écriture et de conception de Léa Weinstein, nous allons aller à la découverte de l'itinéraire de ces œuvres et objets d'art, donc de la spoliation jusqu'à la restitution. Ce qui m'amène d'abord à poser en première question à David Zivie quel est le travail de cette mission de recherche et présenter succinctement peut-être son historique. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup au musée pour son invitation. Nous sommes très heureux d'être ici. Je corrige déjà une première chose. On a dit j'ai commandé, mais voilà, l'initiative revient vraiment à Elsa Vernier-Lopin, qui est membre de la mission au sein du ministère de la Culture. Et c'est vraiment une idée d'Elsa, donc c'est Elsa qu'il faut remercier pour tout cela. La mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, c'est un peu long. C'est un service du ministère de la Culture qui a été créé il y a bientôt 4 ans déjà, qui est chargé de porter ce que l'on appelle une politique publique de réparation de ces spoliations
qui ont visé très essentiellement les populations juives ou les gens considérés comme juifs par les Allemands et Vichy à ce moment-là. Et essayer de porter cette politique, ça veut dire coordonner, essayer de mobiliser l'ensemble des acteurs publics dans les musées, dans les bibliothèques, également les acteurs privés sur le marché de l'art également, voilà, pour qu'il y ait davantage de prise en compte de cette question de la provenance des œuvres. Et c'est aussi, de l'autre côté, faire des recherches très précises, dossier par dossier, on va en voir quelques-uns, sur ces œuvres, des œuvres qui sont parfois dans les musées, dans des livres aussi qui sont dans les bibliothèques, et puis des œuvres qui ne sont pas encore, qui ne seront peut-être jamais malheureusement retrouvées, qui sont quelque part dans la nature, si on peut le dire. Et je m'arrête pour ne pas être trop long, on y reviendra sans doute. C'est un service qui travaille évidemment avec beaucoup d'autres, au sein du ministère de la Culture d'abord, les musées, le service des musées, le service qui suit les bibliothèques, avec les musées évidemment et les bibliothèques qui sont chargés aussi de faire des recherches, avec d'autres ministères, les affaires étrangères pour les archives, et puis avec des chercheurs, des historiens, certains sont là, et puis avec une commission, on en reparlera aussi, la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, le président et quelques membres sont là, qui propose des mesures de réparation. Et l'idée, c'était bien de montrer l'ensemble de ce travail collectif qui a commencé avant nous, avant la mission, qui se poursuit. Et c'est aussi pour cela que l'on a pensé au podcast, qu'Elsa a pensé au podcast. Et alors justement, Elsa Vernier-Lepin, pourquoi ce podcast fait plutôt rare qu'une mission au sein et que le ministère de la Culture produise lui-même une série de documentaires audio? Oui, donc nous, on a l'habitude, on donne des formations, on a l'habitude de parler à des professionnels qui font de la recherche, à des chercheurs, mais c'est vrai qu'il y a toujours un phénomène un peu d'entre-soi, et on avait vraiment la volonté de pouvoir parler de manière plus large de ces histoires, de mettre en récit aussi, parce que c'est 6 histoires d'œuvres spoliées, et le podcast nous semblait une bonne idée aussi, parce que c'est une diffusion qui est assez large, c'est gratuit, ça permettait aussi de pouvoir parler de toutes ces personnes aussi, ce que disait David, qui travaille avec nous, et de leur donner la parole. Donc le podcast permet aussi d'entendre tous ces chercheurs, donc aussi de les mettre en valeur. Et la mise en récit, ça, on avait besoin de quelqu'un pour nous aider, mais l'idée, c'était de garder cette idée d'exigence quand même, parce que c'est une production du ministère de la Culture, et on voulait pas perdre cette exigence-là qu'on a dans toutes nos interventions scientifiques, mais avec un axe un peu plus narratif, ce qui était nouveau pour nous, mais qui nous semblait aussi une bonne idée de valoriser aussi ce travail-là, qui sont aussi par ailleurs des histoires assez incroyables à chaque fois, qui permettent cet aspect romanesque qui se prêtait bien au podcast. Oui, histoire assez incroyable, dont nous allons écouter donc la première dans un instant. Léa Weinstein, ce qui vous a amené à relever le défi de cette proposition et la démarche narrative choisie en quelques mots, on y reviendra après l'écoute du premier épisode bien sûr, mais en quelques mots déjà, nous en dire quelque chose. Vous allez, je pense, l'entendre vous-même, mais en effet, les histoires existent déjà de manière tellement forte que j'ai pas eu grand-chose à faire. Après, vous allez l'entendre aussi, ce sont des histoires très fortes, mais aussi souvent très compliquées. Et donc, la question de la mise en récit, pour moi, ça a été surtout comment rendre ça accessible sans perdre la force, sans perdre l'histoire, sans perdre l'itinéraire, et en même temps en essayant vraiment de faire entendre le travail de recherche qui est impressionnant. Voilà. Eh bien, merci. Nous y reviendrons dans un deuxième temps, après une écoute collective. Bonne écoute à tous de ce premier épisode, donc intitulé « De l'autre côté du tableau ». À la trace. Un podcast proposé par le ministère de la Culture, mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Alors c'est le grand jour, on est le 1er juillet, on est rue de Valois au ministère de la Culture et le tableau est sous mes yeux, emballé. Premier épisode. Nu dans un paysage,
de Max Penstein, 1912. Spolié à une date inconnue à Paris à son propriétaire, Ugo Simon. La toile est encadrée d'un cadre simple, doré, aujourd'hui par endroits élimés. Les couleurs sont vives et vous sautent immédiatement aux yeux. Les roses sont très roses, les rouges très rouges. Le ciel est d'un bleu clair qui, dans la vie, on l'imagine, nous éblouirait. Oh là là, c'est très impressionnant. Pour l'instant, on voit le dos et le voilà. Ouais, parce que nous, on l'a jamais vu en fait ce tableau. Mais oui. 4 femmes sont autour d'un arbre. Son tronc est rouge. Ses feuilles sont vertes et penchent vers la droite. Il semble qu'il y ait du vent. Les 4 femmes sont nues. Toutes regardent dans la même direction, hors champ. On se demande ce qu'elles observent. Peut-être viennent-elles d'être dérangées par un regard extérieur, l'arrivée de quelqu'un qui serait comme en train de les surprendre. Vous mettez une ficelle pour qu'il tombe pas. Ce jour-là, le tableau qui est déballé sous nos yeux s'apprête à être officiellement restitué à l'arrière-petit-fils du propriétaire du tableau, Ugo Simon, collectionneur juif allemand qui a acheté le tableau dans les années 1920. Quel a été son chemin? Comment est-il arrivé jusque-là? Ugo Simon, Rio de Janeiro, le 7 octobre 1946. À l'attention de la commission de récupération artistique, Musée du Jeu de Paume, Terrasse des Tuileries, Paris. Monsieur, je viens d'apprendre avec le plus grand intérêt que c'est votre institution qui s'occupe avec la tâche de retrouver les œuvres d'art volées par les Allemands et de les rendre, si possible, aux propriétaires. Je me permets de vous envoyer, si inclus, une liste des tableaux et sculptures qui se sont trouvés dans mon appartement 102 rue de Grenelle, qui a été pillé peu de temps après l'occupation. La liste est faite par mémoire et elle n'est pas du tout complète. Aussi, je ne suis pas en mesure de donner des descriptions tout à fait exactes de chaque objet. Il y avait entre autres valeurs une grande collection d'argenterie artistique moderne et antique, des pièces françaises, anglaises, hollandaises et russes, et des travaux modernes de Van de Velde, Ashby, Lettré, etc. En vous remerciant cordialement pour tout ce que vous voulez bien faire pour moi, je suis, avec l'expression de ma très grande considération, Ugo Simon. Cette lettre que vous venez d'entendre, Ugo Simon l'a écrite depuis le Brésil, où il s'est réfugié en 1941, lorsque la France fut occupée. Là-bas, sous un faux nom, Ugo Simon a refait sa vie. Il n'a pas oublié pour autant sa collection d'art laissée en France. Et il se doute qu'elle a été pillée par les nazis. Ce qu'il réclame alors, après la fin de la guerre, Ugo Simon ne le reverra jamais. Il faudra attendre 75 ans et 3 générations pour que le tableau soit rendu à son arrière-petit-fils, Rafael Cardoso. Je suis Rafael Cardoso, je suis historien de l'art et je suis l'arrière-petit-fils de Ugo Simon et Gertrude Simon. Mon père était le petit-fils de Ugo Simon. Et mon père ne parlait jamais à ce sujet. Il ne parlait pas au sujet de la guerre. Il ne voulait pas entendre la langue allemande. Alors un jour, ma mère m'a prié un jour qu'il fallait parler tout seul, quand j'avais 16 ans. Elle m'a raconté ce qu'elle savait. Les noms de mes grands-parents n'étaient pas les vrais noms de mes grands-parents. Ma grand-mère était juive. Ils ne sont pas français, ils sont allemands. Et ton arrière-grand-père était très riche et important en Allemagne. Et c'est tout ce que je sais. Et après, il a dit, il y a une chose, il ne faut jamais raconter ça à personne. C'est un secret de famille. Et j'ai gardé cette interdiction pendant 25-30 ans. Mon père est mort très tôt, il avait 56 ans. Alors quand elle est morte, je suis allé à la maison à São Paulo, où ils habitaient.
Et j'ai trouvé des documents, j'ai trouvé des photos, des documents, des lettres. Et alors j'ai trouvé un trésor très riche d'archives, mais il y avait plus de témoins. Et j'ai mis tout dans une boîte et je l'ai renfermé dans une garde-robe. Et je ne voulais pas en savoir, je ne voulais pas en penser. Alors parfois, je regardais les photos, c'était tout écrit en allemand, je ne lisais pas l'allemand à cette époque-là. Et seulement en 2010, non, je ne me rappelle plus, une chercheuse qui étudiait la vie politique de Hugo Simon en Allemagne m'a cherché et elle m'a dit « Est-ce que vous avez par hasard quelques documents ?» Et j'ai dit « Oui, j'ai une boîte dans le garde-robe. » Et elle a ouvert la boîte et ses yeux ont grandi. Elle a passé des heures chez moi à regarder ces documents. Et elle m'a dit « Tu lis pas l'allemand ?» Et j'ai dit « Non. » Et elle a dit « Assieds-toi, je vais t'expliquer. » Qui était Hugo Simon? Cet arrière-grand-père mystérieux, ce collectionneur d'art. Et quelle était sa vie à Berlin en 1930? Pour le comprendre, nous allons à la rencontre d'Inès Ruthermund-Reinhardt, chercheuse en histoire de l'art et spécialiste de cette immigration allemande à Paris. Hugo Simon décide très rapidement, donc il faut rappeler qu'il était comme un homme très important sous la République de Weimar. Il était banquier, il était très aisé, il était grand mécène d'art moderne, il était à un moment donné, même au début des années 20, ministre des Finances. En même temps, c'était un homme de gauche, il était politiquement actif, il était grand ami d'artistes, scientifiques. Il reçoit des artistes comme Max Liebermann, Albert Einstein, enfin scientifique, Mayol aussi, qui est très présent à Berlin à ce moment-là. Donc c'est cet homme-là qui part pour Paris en 1933, la première destination des exilés. Il faut rappeler aussi que quand ils partent en 1933, non seulement, bon, déjà en mai 1933, les livres brûlent à Berlin, donc c'est quand même les artistes c'est le premier cible des nazis. C'est bien sûr les communistes, mais aussi les artistes, les intellectuels, les écrivains. Et donc tout le monde part, mais quand même dans un esprit d'un retour proche. Le gars Martin, s'ennuyant au pays, dit « Je vais aller rigoler à Paris ». En arrivant, il dit des gens sérieux et des messieurs qui avaient l'air bien soucieux. Il y avait ce mythe de Paris, ville d'artistes, ville de liberté, ville de la pensée, ville des Lumières. Et donc en fait, il y a toute une énorme variété et vie culturelle qui se développe dès 1933. Avec d'autres gens, ils ont essayé de rassembler des œuvres des artistes déclarés dégénérés par les nazis, mais aussi, donc il y avait, pour vous donner des exemples, il y avait des tableaux de Kokoschka, de Pechstein, bien sûr, d'autres expressionnistes, Paul Klee. Ces exilés ont essayé de rassembler des œuvres pour montrer un peu au monde entier, voilà, ça c'est la vraie Allemagne et c'est nous, on défend cet art-là. En cette année 1938, avec de nombreux artistes et intellectuels exilés, Hugo Simon rejoint un comité chargé d'organiser une grande exposition de résistance. L'exposition a lieu à Londres, à l'été 1938. Hugo Simon prête plusieurs tableaux expressionnistes de sa collection. La toile de Pechstein en fait partie. Nous en avons la preuve car au dos du tableau figure une étiquette où l'on peut lire « Exhibition Modern German Art. New Burlington Gallery, London. Title, Landscape with Women. Artist, Max Pechstein. Owner, Hugo Simon, Paris. » 2 ans plus tard, la France est occupée. Hugo et Gertrude Simon quittent la rue de Grenelle en catastrophe pour échapper à la Gestapo. Donc visiblement, il a quand même des contacts bien placés puisqu'il n'est pas interné. Il arrive à se réfugier, mais comme on le sait par la suite au Brésil, mais quand même pas non plus simplement en adaptant, enfin en prenant un faux nom, des faux passeports pour lui et sa femme et également pour ses 2 enfants et son petit-fils. Mais c'est vrai, il laisse du coup tous ses biens dans ses appartements rue de Grenelle.
1941, l'itinéraire d'Hugo Simon et celui du tableau de Pechstein se séparent. Hugo Simon arrive au Brésil, sous un faux nom, et refait sa vie en devenant éleveur de vers à soie. Ses enfants font des enfants, qui font des enfants à leur tour. La famille change de nom et devient brésilienne. Que devient alors le tableau de Pechstein ? La dernière trace archivistique certaine que nous avons est cette étiquette de l'exposition de Londres en 1938. Le reste de l'enquête, ce sont des hypothèses. Le tableau est-il revenu de Londres à Paris ? C'est probable. Est-il alors resté, comme toute sa collection, dans l'appartement de la rue de Grenelle qu'Hugo Simon a quitté dans la précipitation ? C'est possible. C'est même pas une intuition, c'est une sorte de flash que j'ai eu juste un jour en entrant au 102 rue de Grenelle pour voir un peu à quoi pouvait ressembler cet endroit. Didier Schulman, qui était conservateur au Musée national d'art moderne, spécialiste des spoliations, a consacré des années à chercher des réponses. Le fait de voir les lieux du 102 rue de Grenelle, ce très très bel hôtel particulier, ça a donné comme une incarnation à l'endroit où Hugo Simon vivait. Et en voyant ce splendide endroit, je me suis dit, mais à qui ça appartenait juste avant l'arrivée des Allemands à Paris? C'est là qu'il faut que je cherche. Je me suis rendu compte en quelques heures de recherche sur Internet, tout bêtement, que le propriétaire du 102 rue de Grenelle était la Banque de l'Algérie. À la libération de Paris, on comprend rapidement en lisant les archives que la Banque de l'Algérie constate que l'appartement d'Hugo Simon est vide et que ça serait quand même mieux de le relouer. On fait sauter des scellés allemands, on force les serrures, on fait sauter des scellés allemands, on pénètre dans cet appartement où il reste plein de choses. L'huissier fait un premier descriptif. Inventaire, par la Banque de l'Algérie, en juillet 1948, du mobilier de Hugo Simon, demeuré 102 rue de Grenelle. Un paravent chinois rouge, un montant de canapé à 3 pieds, 2 tableaux dont un encadré doré, une glace avec cadre doré, une table guéridon pied 4 colonnes, cassée. 1962. L'Algérie acquiert son indépendance. La Banque de l'Algérie française est dissoute. Elle liquide donc les locaux de la rue de Grenelle. Tout ce qui se trouve dans l'hôtel particulier, dont le mobilier et les objets d'Hugo Simon, qu'elle s'était appropriés, est liquidé, revendu ou simplement jeté. Le mobilier d'Hugo Simon se trouve réparti un peu partout dans des locaux appartenant à la Banque de l'Algérie, dans des bureaux, dans des appartements de fonction, l'appartement du gouverneur de la banque, de l'appartement du secrétaire général de la banque. Et chaque fois, ces meubles sont chaque fois décrits suivis entre parenthèses par mobilier Hugo Simon. C'est-à-dire que la mémoire de cette seconde spoliation dont Hugo Simon a été victime, par la Banque de l'Algérie, il faut quand même le dire, est restée inscrite et a été transcrite sur les listes de liquidation de cet organisme. Le tableau de Pechstein est-il vendu, donné à ce moment-là ? Personne n'en a trouvé la preuve. Mais 4 ans plus tard, en 1966, c'est à Paris, juste de l'autre côté de la Seine, dans les sous-sols du palais de Tokyo, que le tableau réapparaît. Et effectivement, à la fin de cette année 66, à la rentrée de septembre, c'est le moment où ce tableau est incidemment découvert dans les sous-sols du palais de Tokyo, dans les réserves, ce qu'on appelait à l'époque les réserves de l'État. Quand on farfouille, souvent on trouve des choses extraordinaires. Et puis c'était l'époque où il fallait vraiment aller dans les piles de tableaux et sur les grilles pour trouver des œuvres. Et donc ce jeune conservateur, qui est Germain Viat, il est donc tombé sur ce Pechstein. Il a dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce tableau ? Il faut absolument l'intégrer dans les collections. On ne peut pas le laisser comme ça, traîner dans une pile. Et donc Germain Viat l'a fait inscrire sur les inventaires de l'État. Sauf que
c'est ce qui a beaucoup troublé ensuite la recherche, c'est que sa provenance n'était pas du tout renseignée. Et le fait qu'il y ait eu cette étiquette Hugo Simon, à l'époque, n'a pas été interrogé, mais parce qu'à l'époque, on n'interrogeait jamais les étiquettes. Mais jamais. 1966. Couchées sur l'inventaire de l'État, nos femmes nues de Max Pechstein commencent alors leur vie de tableau de musée. Exposées, prêtées, mises en dépôt, elles croisent le regard de quelques milliers de visiteurs alors que passent les décennies. Jusqu'à ce qu'une conservatrice fraîchement arrivée au musée d'art moderne, un jour, commence à se poser des questions. Bonjour, je suis Angela Lampe, conservatrice des collections modernes au Musée national d'art moderne, ici au Centre Pompidou. Donc, il faut quand même savoir, oui, donc ça pose quand même des questions. Comment on a se rendu compte qu'il y a un problème avec cette œuvre qui est donc entrée dans les collections de façon anormale. Et ce moment donc était il y a 15 ans, je sais exactement parce que moi je suis à l'origine de cette découverte qui est un peu le fruit de hasard, ou plutôt le fruit de mon regard frais, parce que je venais d'arriver ici au Musée national d'art moderne. Et on m'avait demandé d'écrire des petits textes, des notices pour le catalogue de collection sur les 2 tableaux de Pechstein, de Max Pechstein dans les collections. À partir de là, on a commencé à faire des recherches et on a donc contacté les musées où le musée de Pechstein était à l'époque en dépôt. On a vérifié donc, les étiquettes sur le dos. Enfin, on a commencé vraiment tout un travail d'archéologie, on peut dire, comment c'est entré dans les collections, etc., etc. Et donc, ce qui a déclenché cette longue recherche et qui a abouti aujourd'hui, 15 ans plus tard, à la restitution. Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, a le plaisir de vous convier à la cérémonie de restitution d'une œuvre spoliée pendant la Seconde Guerre mondiale, aux ayants droit de Hugo et Gertrude Simon. Paysage ou nu dans un paysage, Max Pechstein, 1912. Bien. Mesdames, Messieurs, avec le tableau Nu dans un paysage, il faut nous rappeler l'histoire de Hugo Simon, si représentative du destin tragique des Juifs des milieux intellectuels et culturels d'Allemagne, si profondément allemand et pourtant rejeté par leur pays. Né en 1880, mécène des avant-gardes artistiques et homme politique libéral, Hugo Simon doit fuir le pays avec son épouse Gertrude dès l'accession des nazis au pouvoir en 1933. Au terme de ces 15 années d'enquête, le tableau réappartient aujourd'hui officiellement à la famille Simon. La mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture a demandé cette restitution et l'a rendue possible. Comme nous l'explique son responsable, David Zivi. Nous, la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés au ministère de la Culture, en 2019, on a posé la question au musée en disant voilà, n'est-il pas le moment maintenant de prendre une décision? Et le dossier a été examiné par la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, et il nous a semblé qu'on avait suffisamment d'éléments. On n'a pas d'autres éléments à opposer non plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas une autre histoire à raconter. Et donc, il faut trancher. C'est ce qui est aussi attendu des pouvoirs publics, qu'ils tranchent dans ce genre de cas et qu'on n'attende pas indéfiniment. Parce qu'on a toujours de bonnes raisons d'attendre, et c'est vrai, on ne sait pas bien ce qui s'est passé encore, et on ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé pour ce tableau, pourquoi on l'a retrouvé en 66 au Palais de Tokyo. Et ça, c'est vraiment la question de notre travail à tous, mais nous, on est peut-être là aussi justement pour un moment dire, voilà, il faut décider, c'est... Que fait-on de l'incertitude? Que décide-t-on dans le flou, dans l'absence de preuves? Et notre intervention, c'est celle-là, c'est de dire, nous pensons que nous avons suffisamment d'éléments pour dire, oui, c'est le moment, et tout converge pour dire que ça vient de chez Hugo Simon. Hugo Simon a été spolié, il est parti au Brésil parce qu'il a dû fuir, parce qu'il était juif. On a beau ne pas tout savoir,
les choses sont assez claires. Et le musée d'abord et la commission ensuite ont été d'accord pour dire oui, il est temps de restituer. Si nous ne savons pas tout de l'itinéraire du tableau, nous avons la certitude qu'Hugo Simon en était le propriétaire et qu'il a été contraint de s'en séparer. Bonjour, vous m'entendez bien? Madame la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de prendre la parole. Je suis ici aujourd'hui en tant que représentant des héritiers de Gertrude et Hugo Simon. Nous sommes reconnaissants que justice ait été rendue. Je ne parle pas seulement de la restitution de ce tableau admirable de Max Pechstein. Il est un véritable trésor, sans aucun doute, mais notre gratitude est surtout pour le fait que mes arrière-grands-parents ont été reconnus comme victimes de spoliations antisémites pendant et après la guerre. Comme beaucoup de gens qui ont vécu les horreurs de cette époque-là, ils ne voulaient pas être vus comme victimes. Et donc, ils ont transmis aux générations suivantes l'importance de se tourner vers l'avenir. Notre souhait comme famille est que cet objet serve à raconter l'histoire de nos aïeuls et de tout ce que l'Europe a perdu au moment où elle a expulsé la meilleure partie de son extraordinaire richesse culturelle au nom du délire de la pureté raciale. Le mot allemand pour la réparation, Wiedergutmachung, qui veut dire littéralement « faire bon de nouveau », exprime parfaitement l'esprit de ce que nous pouvons réussir quand nous nous dédions ensemble à réparer l'irréparable. Merci. Et alors, ce tableau de Pechstein, c'est la première fois que vous l'avez vu en vrai aujourd'hui ? Oui, c'est la première fois. Oui. C'est émouvant, mais je crois que ça sera plus émouvant demain parce que je vais le voir en silence. Je vais le voir sans beaucoup de gens autour. Et la cérémonie aujourd'hui était le but. On était là pour être ensemble. C'était un peu comme quand on voit quelqu'un de loin. Et demain, je vais parler avec cette personne. Cette enquête s'est déroulée en bonne entente entre l'État, la famille et les musées. Raphaël Cardozo et sa famille ont décidé de prêter le tableau au musée en juillet 2021 afin de faire connaître l'œuvre et l'histoire de leur arrière-grand-père. Après le Centre Pompidou, les 4 baigneuses sont parties au mois d'août 2021 pour New York, où elles ont été exposées au Jewish Museum. Elles y ont croisé encore de nombreux regards. À la trace, une série de Léa Weinstein, produite par le ministère de la Culture, réalisée par Arnaud Forest et par Gong, et racontée par Florence Loirecaille. Coordination, Elsa Vernier-Lopin, ministère de la Culture. Lecture, Caroline Mounier et François Perrache. Merci à Raphaël Cardozo, Didier Schulman, Camille Morando, Angela Lampe, Inès Rotermund-Renard et David Zivi. À suivre. Alors j'imagine que beaucoup attendent la suite, mais avant l'échange, peut-être découvrir et voir à l'image ce nu dans un paysage de Max Pechstein. Il est très beau, il était aussi très bien décrit par Léa Weinstein au début de l'épisode, mais c'est agréable de pouvoir le voir aussi ensuite. Et j'imagine que ceux qui vont l'écouter après nous sur le podcast vont après taper sur leur
sur leur téléphone portable pour le voir, ou en tout cas, ça serait mieux sur leur ordinateur, pour le voir en plus grand comme nous en avons la chance. Donc voilà ce très beau tableau. Peut-être aussi voir en image, comme ça proposé, eh bien, la manière dont il a été retrouvé. Donc le revers qui a servi beaucoup aussi d'illustration de cette série de podcasts, et également l'inscription où le nom de Hugo Simon figure, comme on le voit là dans le rond rouge, et on le voit à présent ici. Donc nous le découvrons. L'épisode démarre avec la découverte par Léa de ce tableau au moment où il est ouvert. Il se termine par un moment assez fort, c'est-à-dire le moment où eh bien, Rafael Cardoso le voit pour la première fois. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres épisodes, c'est-à-dire que cet instant de restitution, ou quelque part de réparation, en tout cas le moment où il y a l'acte de découverte ou de rencontre avec l'objet, avec l'œuvre, par les ayants droit, par les descendants, eh bien, il ne le raconte pas après, il le raconte pendant, puisque vous êtes dans ce moment-là et vous recueillez leurs paroles à cet instant-là. Et j'imagine que c'était aussi une intention de terminer aussi par cette parole-là, ce premier épisode. Oui, par la restitution et la réparation, et puis par Rafael Cardoso qui dit que demain il va le voir de près et que probablement il va à ce moment-là se passer quelque chose de très important pour lui. Et c'est ce qui est beau à la fois dans le discours qu'il a prononcé, dont on entend un extrait lors de la cérémonie de restitution. Et j'ai beaucoup aimé aussi dans le dialogue qu'on a eu ensuite tous les deux, cette espèce de métaphore qu'il a de oui, aujourd'hui on était ensemble et c'était important d'être ensemble, mais je l'ai vu comme on rencontre quelqu'un de loin et demain je vais être seule face à lui. Et donc on entend à ce moment-là ce que ça représente pour lui, ce retour. Donc voilà, je trouve que et c'est ce moment de du coup l'écoute du podcast, l'écoute du document nous permet de rencontrer les descendants et la force de l'objet comme témoin qui leur est transmis, mais également, et là on pourra peut-être voir à l'image le visage, là, une photo de Hugo Simon, également la vie des propriétaires, des victimes de spoliation. Et donc on apprend également dans cet épisode la vie de Hugo Simon, notamment ce que je ne savais pas, par exemple. Vous pouvez dire tout à l'heure qu'il a été ministre, et d'ailleurs probablement avant Walter Rathenau, un des premiers ministres juifs, enfin prussiens à ce moment-là, mais donc peut-être même le premier ministre juif, si je ne m'abuse, sur ce territoire-là. Et il y a également peut-être aussi dans la narration, la construction chronologique qui a été choisie, le choix, parce que ce n'était pas automatique, le choix de donner aussi un récit de la vie des propriétaires. Oui. Et la question en fait de la narration, c'est d'ailleurs Didier Schulman qu'on a entendu, qui je pense doit être là ce soir, qui me l'a en quelque sorte enseigné quand il m'a raconté toute cette enquête pour ce premier épisode. Ce qui est compliqué, m'a-t-il expliqué, c'est de savoir quelle chronologie on adopte. Est-ce qu'on part de la spoliation ? Ou est-ce qu'on part du présent, de la restitution ? Est-ce qu'on raconte la chronologie de l'enquête ? Donc est-ce qu'on suit vraiment votre travail et celui des chercheurs ? Ou est-ce qu'on raconte l'histoire du tableau ? Et en fait, en fonction de ça, on ne va pas du tout raconter la même histoire. Donc voilà, là, comme j'ai eu la chance d'assister à la cérémonie de restitution du tableau, on a commencé par la restitution. Mais ce n'est pas le cas forcément pour tous les épisodes. Voilà, ça dépend des histoires. Et cette cérémonie de restitution, on entend d'ailleurs un extrait du discours de l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et le discours de Rafael Cardoso. Et lors de cette même cérémonie de restitution, il y a un autre objet, un autre bien culturel qui a été restitué. C'était un sac à phylactère, un téphiline en hébreu, qui a été d'ailleurs identifié ici, au Hommage, lors de l'exposition juive d'Algérie par une descendante du propriétaire de l'artiste lyrique Ayash, par Milena Kartowski-Ayash, qui l'a retrouvé, qui l'a identifié ici. Et donc, il y a eu la restitution aussi à ce moment-là d'un bien culturel très différent tout de même d'un tableau, ce qui m'amène à vous poser la question, David Zivie, sur comment définir et que mettre dans cette appellation de bien culturel.
Merci, c'est tout de suite la question compliquée. C'est une question importante aussi pour voilà, ces répercussions. On va y venir. Évidemment, bien culturel, on pense assez vite aux œuvres d'art, un tableau comme celui-ci. Mais ensuite, il y a d'abord peut-être les livres. Il y a énormément de livres qui ont été volés. Plus de 5 millions, au moins 5 millions, ça ne veut pas dire grand-chose, d'ouvrages volés juste en France, d'après l'historienne Martine Poulain. Et il y a des objets d'art, il y a des meubles. On se pose souvent la question, quand est-ce qu'on est dans le meuble meublant, comme on dit dans le jargon aussi de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, ou quand est-ce qu'on est dans le meuble d'art. La frontière n'est pas toujours très claire. Et l'objet dont vous parlez, qui est un sac à phylactère, un sac à téphiline, qui est un objet de rituel, un objet du culte, un objet quotidien aussi, qui a été offert à l'arrière-grand-père de Milena Kartovsky-Ayash à Alger à la fin du XIXe siècle. Voilà, est-ce que c'est un bien culturel? C'est une question. Au fond, ce n'est peut-être pas si important, mais si on s'y intéresse, alors d'abord on est au ministère de la Culture, donc c'est pour cela qu'on s'y intéresse, mais c'est parce que ces objets, dans bien des cas, parfois c'est plus difficile, mais ils sont plus identifiables que justement les meubles de tous les jours. Et ils sont parfois uniques. Lorsqu'il s'agit de livres, évidemment, ils ne sont pas uniques. Il y a beaucoup d'exemplaires d'un livre. Il est très compliqué de comprendre quel peut être le livre spolié, quel est l'exemplaire spolié. Mais si on s'intéresse aux œuvres d'art, c'est que, davantage aux œuvres d'art, c'est qu'elles sont là, elles sont identifiables très difficilement, et on le verra aussi, vous le verrez, vous l'entendrez plutôt dans d'autres épisodes, mais on peut les retrouver, on peut retrouver des marques. Et ça, c'est la première question. Et ça nous permet aussi d'évoquer justement les personnages, parce que les propriétaires, les objets, ces objets d'art, ces œuvres d'art, c'est bien ce que l'on veut montrer là, mais c'est ce que l'on vit tous les jours lorsqu'on fait ces recherches avec l'ensemble des personnes qui sont amenées à les faire. C'est bien, ces objets ne sont pas que des objets, ces œuvres d'art ne sont pas que des œuvres d'art, et évidemment, elles portent un souvenir, elles portent la mémoire de leur propriétaire. Et en parlant de ce tableau ici, on voit surtout en fait, on entend l'histoire de Hugo Simon. Vous l'avez vu en photographie jeune en Allemagne dans les années 20, je crois. Et dans l'autre photographie, il est au Brésil avec son petit-fils. Hugo et Gertrude Simon sont devenus monsieur et madame Studenic, le nom qu'ils ont eu pour leur faux papier en partant de France en 1941, et leur fils et leur fille, monsieur et madame Déméter, et leur fils Marc, je crois, Roger Déméter, sont devenus monsieur et madame Denis. Ce que raconte Raphaël Cardozo, qui découvre que la famille ne s'appelait pas seulement Denis, il y a toujours un nom avant. Il y a une blague comme ça que vous connaissez peut-être, comme vous appeliez avant, mais avant, comment vous appeliez quand vous avez changé de nom plusieurs fois. Et donc voilà, ces tableaux racontent cette histoire-là. Et voilà, bien culturel, c'est une question, je m'attarde un peu parce que on a souvent aussi des commentaires ou des questions ou presque des reproches parfois en nous disant bon, c'est bien les œuvres d'art, mais est-ce que c'est si essentiel? Et c'est une question qui nous fait douter régulièrement. Est-ce que c'est si important les œuvres d'art par rapport aux victimes, à l'ensemble des victimes, aux hommes, aux femmes, aux enfants? Et voilà, c'est vrai que c'est une question, et beaucoup plus d'objets du quotidien ont été volés dans les appartements qui ont été pillés de fond en comble un peu partout, et en France notamment. Voilà, mais ces objets-là sont peut-être plus facilement retraçables. Ils sont dans les musées, pour certains, pas tous, mais ils sont parfois dans les musées et ils ne devraient pas y être, donc nous devons les rechercher. Et avec la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, on s'intéresse aussi à l'ensemble des biens, et la France d'ailleurs indemnise les spoliations pour l'ensemble des biens. Voilà, pardon, je suis un peu long, mais ces biens culturels portent autre chose. Ils portent aussi un peu, de ce que j'entends, la mémoire de la spoliation, dans le sens où aussi dans la manière dont ensuite ils sont exposés. Peut-être qu'on le verra dans une autre image. Il y a l'histoire qui est racontée aussi de la recherche, de la restitution de l'objet. Donc c'est aussi une sorte de reflet de mémoire de la spoliation, même si ça ne comprend pas la recherche pour vous de tous les biens. C'est bien ça? Oui, bien sûr. Et puis, ce que disait David, c'est que ça a aussi une valeur symbolique, hein, une œuvre d'art peut-être. On parlait des valises la dernière fois. Est-ce qu'une valise a autant une valeur symbolique? Peut-être aussi. C'est les objets du quotidien, ça peut être aussi très fort pour les familles. Mais le fait qu'on puisse faire une recherche, nous en tant que chercheurs, on peut faire des recherches sur ces œuvres d'art parce qu'elles sont identifiées, comme David le disait, et on peut les rendre.
Donc ça permet aussi ces moments, comme vous disiez, les rendre au public, enfin faire des expositions quand il y a des restitutions, mais il y a aussi ce moment de la restitution qui est très important. Et je pense que c'était aussi très important dans le podcast. On parlait tout à l'heure de pourquoi le podcast, du fait d'enregistrer ces moments, ça devient presque une archive en fait, un témoignage de cette restitution est un moment important aussi pour nous, de redonner la parole, pas au spolié qui est plus là, mais au moins à ses descendants. Bien Donc sûr. L'objet permet tout ça, l'œuvre d'art permet tout ça, ce que permet moins un objet qu'on ne pourra pas retrouver. Alors, une autre archive sonore, enfin, qui n'est pas sonore, mais qui a été lue, qu'on entend dans le podcast, c'est une lettre de Hugo Simon qu'il envoie juste après-guerre à la commission de récupération artistique. Alors, pas seulement envie d'en savoir plus sur le rôle de cette commission juste après-guerre, mais donc savoir aussi l'historique entre cette commission-là et le fait que cette œuvre a été restituée maintenant, donc avec le travail de votre mission, de votre mission, est-ce que c'est un prolongement de cette première institution créée juste après-guerre qu'est la commission de récupération artistique? Et si vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus. Alors oui, c'est forcément un prolongement parce qu'on a le même objectif. Après, je ne sais pas si on est les héritiers de la commission de récupération artistique. D'une certaine manière, oui. Donc la commission de récupération artistique a été créée en novembre 1944, donc avait pour objectif principal donc, de restituer les œuvres, donc, ce qui est aussi un de nos objectifs, mais donc était aussi responsable des 60 000 œuvres qui sont revenues en France et devait en parallèle mettre en relation les demandes qui ont été faites par les familles, ce qu'on entend dans le podcast. Donc toutes ces demandes, toutes ces réclamations, demandes de réclamation sont aujourd'hui conservées aux archives diplomatiques à la Courneuve, les archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères. Et donc eux, après, c'était pas les mêmes moyens aussi. Donc ils ont été jusqu'à 30. Nous, on est une plus petite équipe, mais on travaille avec les musées, les chercheurs. Donc il y a aussi un ensemble de chercheurs. Donc on a ce même objectif de restituer les œuvres qu'on peut restituer. Il y a beaucoup de différences, mais une des différences aussi, c'est que nous, aujourd'hui, on a aussi des demandes de familles qui passent notamment par la CIVES, la Commission d'indemnisation des victimes de spoliation, où les familles nous font des demandes avec des inventaires, et c'est des œuvres qu'on n'arrive jamais à localiser. On les cherche, on essaye, et on n'arrive pas à les localiser. Donc après, qu'est-ce qu'on fait de ces listes? C'est pour ça qu'il y a des propositions d'indemnisation, ce que ne faisait pas du tout la commission de récupération artistique. C'est une des grandes différences. Mais il y a aussi cette volonté de restituer les œuvres, évidemment. Mais donc ça a été de 44 à 50. Voilà, il y a eu plusieurs étapes ensuite qui nous ont amenés à aujourd'hui, mais il y a eu un prolongement, mais avec des pauses. Je ne sais pas si David veut faire l'historique des institutions. Mais peut-être juste éclairer en un point, et après on reviendra à cet épisode-là, en un point, ce qui fait que, donc, comme vous dites, c'était jusqu'à 1950, et après il y a eu un trou très long, il n'y a plus de mission ou de commission de 1950 à la fin des années 90, donc peut-être juste éclairer en un mot ce qui fait que ça n'a plus été le cas pendant un long moment, et ça l'est redevenu, et plus fortement encore ces dernières années avec la mission. Oui, alors c'est vrai qu'on distingue habituellement trois grandes étapes. Donc c'est ce moment de travail intense, assez méconnu, de l'administration qui reçoit, qui récupère des milliers, 60 000 objets, œuvres d'art, objets d'art qui reviennent d'Allemagne entre 1944 et 1950, 45 000 qui sont restitués jusqu'au tout début des années 50. Et puis à partir de ce moment-là, finalement, on passe à autre chose, on change d'étape, on regarde davantage l'avenir, on ferme les guichets, comme on dirait un peu vulgairement aujourd'hui. Ils ont été ouverts et on considère qu'il est temps de s'arrêter. On a pu faire des demandes, réclamer, ce qui le terme n'est pas non plus très, très, très heureux, et on passe un peu à autre chose. De façon générale, on s'intéresse assez peu à cette époque-là au génocide, on n'en parle pas beaucoup, au génocide des Juifs, on ne parle pas de Shoah, évidemment, à ce moment-là. Et cette période va être très longue jusqu'au milieu des années 1990. Et dans les musées, on achète aussi des œuvres, on reçoit des dons et des legs sans se poser beaucoup de questions, je schématise un peu bien sûr, mais sur la provenance des œuvres. Et ce n'est pas la problématique du moment, ni en France ni ailleurs, ce n'est pas propre à la France. Et au milieu des années 90, sans doute, mais il y a sans doute des historiens qui le diraient mieux que moi ici, mais avec le passage du temps, le passage des générations, un intérêt plus fort pour justement la mémoire du génocide, dans la mémoire plus générale de la Seconde Guerre mondiale, l'ouverture d'archives aussi avec la chute du mur de Berlin, de nouvelles archives à l'Est. Un regain d'intérêt pour ces questions voilà, se fait jour. Et on s'intéresse davantage à cette question et on va relancer des recherches, notamment sur les œuvres
qui restent dans les musées. Et cela se passe assez brutalement. D'ailleurs, il y a des accusations portées contre les musées. Et en France, on retrouve aussi toute la question le débat sur la responsabilité de la France, où était la France, à Vichy, à Londres, débat qui est tranché par le discours fameux de Jacques Chirac en 1995. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans une troisième étape de recherche nouvelle sur la provenance des œuvres. On crée la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation en 1999 et on lance des recherches, le ministère de la Culture en lance. Comme on l'entend dans l'épisode, nous ne partons pas du tout de rien. Un travail important a été fait dans les 20 dernières années. Ce sont des recherches longues, des travaux longs. Et on est toujours dans cette troisième phase, sans doute, mais en essayant de faire plus encore, de sensibiliser davantage, ce qui nous a été demandé par les pouvoirs publics, par le Premier ministre en 2018 et encore récemment par la Première ministre actuelle. Voilà, et de faire savoir au plus grand nombre, et donc notamment avec ce genre d'initiative comme ce podcast, où donc le choix, alors on a évoqué la question de la narration rapidement, mais où le choix de donner la parole à différents types d'intervenants, que ce soit donc à la fois des descendants ou des chercheurs, et de articuler, de croiser ces différents témoignages. L'intention, c'était de vouloir être le plus fidèle possible au travail de recherche, ou de considérer qu'il fallait que chacun ait sa parole à un moment donné. Je pense que le travail de recherche est tout à fait collectif. Il y a effectivement des gens très différents qui se retrouvent à travailler sur ces histoires. Il y a aussi, pour faire le lien avec ce que vous évoquiez, la commission de récupération artistique, il y a aussi, vous l'avez entendu, toutes ces archives écrites. Donc je salue et je remercie encore Caroline Monnier et François Perrache, qui sont nos comédiens, nos lecteurs. Je trouve qu'entendre, par exemple, cette lettre, et le fait même, parce que moi, j'avoue que j'ai découvert qu'en fait, les gens ont été spoliés et ont réclamé, alors effectivement le terme peut se discuter, en tout cas entendre la façon dont Hugo Simon a connaissance de l'existence de cette commission de récupération artistique et s'y adresse dans son français maladroit, mais tout de même en français, en disant j'avais ça m'a été pris, comment je peux faire? Et il y a d'autres épisodes où on entend aussi ces lettres-là qui sont... Donc ça, c'est un autre matériau pour nous dans la narration, c'était de faire lire ces archives qui sont assez nombreuses et de faire entendre à la fois leur voix, mais aussi découvrir ce qui peut être surprenant quand on ne connaît pas ces histoires, leur détermination, en fait, immédiate, à essayer de retrouver leurs biens. Ça, je trouve que c'est assez incroyable. Et c'est vrai que cela prolonge aussi la question sur l'héritage. On parle beaucoup d'héritage dans ces affaires-là, mais l'héritage de l'administration. Car nous travaillons sur ces archives grâce à plusieurs personnes qui sont ici, le ministère des Affaires étrangères qui conserve une grande partie de ces archives-là. Et donc nous faisons ce lien avec ces archives-là. Et c'est vrai que c'est aussi un peu terrible parfois parce que ces personnes-là ont fait des demandes et c'est toujours ça qui est terrible, comme le rappelle Léa aussi, c'est-à-dire qu'on a été spoliés et ensuite on doit pendant des années et des années s'embarquer, pardon du terme, dans une affaire de réclamation, on doit écrire, redemander, il ne se passe rien et ça, nous avons également un écho avec aujourd'hui parce que nous recevons des demandes et donc là ce sont des histoires qui se terminent bien, des restitutions qui ont eu lieu, qui vont avoir lieu pour certaines et nous avons bien conscience que nous avons des dossiers en cours, que ça continue d'être long, on nous écrit, on nous demande aussi où en est le dossier et on essaye de faire plus court, de réduire, mais on est aussi dans cette problématique-là et c'est assez, c'est assez dur et frappant aussi de l'entendre, mais c'est nécessaire. Et il y a quelques membres aussi de familles qui sont encore dans ces démarches-là. Donc ce lien se fait et malheureusement nous en sommes tous encore là et les familles d'abord. Ce qui est surprenant, je trouve, c'est que globalement, dans les courriers qu'en tout cas moi j'ai pu lire pour ces 6 histoires-là, quand il y en a, c'est qu'ils jouent le jeu de l'administration, justement. C'est-à-dire qu'ils jouent le jeu de « je vous rappelle le numéro de mon dossier », etc. Il y a un épisode qui est le 4e épisode, qui s'intitule « Des lettres 2 fois volées » et qui porte non pas sur un tableau, mais sur des archives personnelles
C'est l'épisode 5, pardon. Le 5e épisode. Et dans laquelle on entend aussi donc, le propriétaire de ces archives qui a été spolié réclamer le contenu de sa bibliothèque, qui a donc été pris par les Allemands. Et il dit je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous donner plus de détails, mais je n'avais pas vraiment prévu ce pillage. Mais voilà, il n'est pas plus agressif que ça non plus. Enfin... C'est Michel, Georges Michel, c'est un personnage, un de ses petits-neveux est là, M. Kremer, ce soir, et peut-être un autre petit-neveu, M. Dreyfus. On ne sait pas si c'est ironique, justement, ou si c'est simplement un constat, parce que c'est un personnage, un écrivain, qui est assez amusant aussi, qui a un certain humour, même s'il réclame. Mais en effet, on voit ça fréquemment. Que réclame-t-on, que choisir dans sa réclamation Oui, et juste on peut voir que parfois les familles ne réclament pas. Il y a un épisode, l'épisode 6, où le spolié qui s'est lui-même fait spolier ses œuvres, donc il sait très bien ce qui s'est passé, il a survécu à la guerre, il meurt assez rapidement après la guerre, mais on peut se demander pourquoi. Donc Léa pose la question dans le podcast. Nous, on se la pose aussi aujourd'hui, parce que ces archives dont tu parlais qui sont très importantes, elles sont aussi très importantes pour nous, pour le travail de recherche. C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment, dans nos recherches, une preuve en fait, assez forte de la spoliation. Si les familles ont fait la démarche directement après la guerre, c'est une preuve quasiment incontestable qu'elles ont bien été spoliées, parce que ça montre qu'elles n'ont pas inventé des œuvres à ce moment-là. Et du coup, quand il n'y a pas ces réclamations-là, nous, ça nous pose question. On se demande toujours, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ces demandes? Parce qu'on se rend compte que parfois ils ne font pas des demandes auprès de la France, mais ils vont faire des demandes auprès des autorités allemandes pour d'autres types d'indemnisation. Donc c'est aussi, voilà, qu'est-ce que les familles ont fait en revenant? Il y en a qui ont fait des démarches très longues, il y en a qui ont fait des procès aussi, il y a eu des procédures judiciaires qui ont duré des années. Enfin, il y a tous les cas de figure qu'on essaye de comprendre aujourd'hui, et parfois avec difficulté, parce qu'on n'est pas non plus dans la tête des gens. Tout en étant parfois donc, dans une démarche proactive, malgré un très grand nombre d'ayants droit. Donc c'est par exemple dans l'épisode 3 où il y a beaucoup d'ayants droit. Je pouvais dire un mot, parce que là pour le coup c'était une démarche très proactive, si possible de résumer, je sais bien que ça ne sera pas, mais en tout cas de livrer quelques éléments sur cette démarche qui donc est différente de ce que nous venons d'entendre de l'épisode 1. Oui, alors c'est un mouvement qui a été lancé là aussi avant la création de la mission, il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que pendant longtemps, peut-être pas exclusivement, mais on recevait des demandes de famille, voilà, un peu comme il y a 75 ans, et on étudiait ces demandes. Et c'était une dizaine d'années, à la fois la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation et le ministère de la Culture, la ministre d'alors, Aurélie Filippetti, on considérait qu'il fallait prendre les devants, il était temps de prendre les devants et d'aller vers les familles, c'est-à-dire d'identifier les œuvres qui posent avec une provenance, un parcours flou, comprendre qui pouvait être le propriétaire, spolié, s'il est spolié, comprendre de qui il s'agit, et ensuite aller chercher ses descendants, ses ayants droit, ce qui n'est pas une mince affaire bien souvent, et ce qui conduit à aller contacter des gens qui n'ont rien demandé et qui parfois ne savent pas grand-chose de toute cette affaire. Donc c'est un mouvement très, très long. Le ministère de la Culture a été aidé par des généalogistes qui sont des professionnels de la recherche d'ayants droit. Le président de Généalogistes de France qui avait aidé, donc l'union des généalogistes est présent et a aidé le ministère de la Culture dans quelques dossiers pour essayer de trouver ces ayants droit. Et dans l'épisode numéro 3, Inconnu à cette adresse, on s'est permis de reprendre ce titre, vous comprendrez pourquoi en écoutant, et bien finalement on a, grâce à ça, découvert 47 ayants droit. Peut-être certains ou certaines sont là, Marion Bursault notamment. Et ce sont des personnes qui découvrent une histoire dans bien des cas, et pour certains, oui, je la vois, pour certains, je crois, voilà, ça ne les touche pas beaucoup, et pour d'autres, ça les touche énormément, et ça peut-être transforme leur vie ou une partie de leur vie. On entend Marion Bursault dans la bande-annonce et dans l'épisode nous raconter cela. Et c'est aussi une responsabilité assez particulière parce que peut-être certaines personnes n'ont pas envie d'être recherchées, retrouvées, donc on prend cette liberté-là, là encore avec la commission également pour l'indemnisation des victimes de spoliation, on va chercher les gens. Il nous semble que c'est nécessaire parce qu'on ne doit pas, on doit faire le maximum pour comprendre d'où viennent ces œuvres et pour les restituer ou pour proposer une restitution. Mais on a aussi conscience eh bien que l'on fait remonter des
souvenirs ou des souvenirs enfouis ou des traces justement qui avaient peut-être été dissimulées. Et dans le cas dans le premier cas qu'on vient d'entendre, il y avait à la fois une enquête menée du côté du musée et puis la démarche de Rafael Cardozo commençait bien tardivement, comme il a expliqué, quand il a découvert toute l'histoire familiale. Donc on se retrouve aussi dans des histoires de famille, bien souvent, et on contribue à remuer un petit peu les gens, peut-être, et remuer l'histoire de ces personnes bien qui sont plus ou moins demandées, qui sont plus ou moins volontaires. Et ça a dû faire partie d'une des problématiques dans la conception de cette série de podcasts, à la fois de rendre compte de la sensibilité et de l'évocation douloureuse que représente ce type de recherche pour les familles, et à la fois de rendre compte du caractère investigatoire, enquête qui est donné. Donc il fallait trouver le bon ton pour à la fois faire part de l'enquête et de l'investigation qui est menée, et comment créer un univers du genre d'enquête, tout en étant à la fois dans le récit d'une histoire tragique. Oui, alors moi au début j'étais très, très attirée, très fascinée par justement le côté enquête, et je mettais beaucoup le mot enquête dans mes textes. Et Elsa et David m'ont parfois dit bon, on n'est peut-être pas obligé de répéter 10 fois que c'est une enquête, que c'est quand même une enquête policière, etc. Mais c'est vrai que c'est tentant parce qu'on a envie de... Ce sont quand même des histoires incroyables et des itinéraires, encore une fois, avec beaucoup de surprises. Mais il y a aussi de la douleur. Et ça il n'y a pas que l'exigence de précision historique, historiographique, généalogique, etc. Il y a aussi une exigence de mémoire, en fait, pour nous aussi, quand on fabrique ce genre d'objet, de mémoire et de justesse, d'essayer de faire entendre la douleur sans trop forcément insister. Et justement, Marion Bursault, que vous évoquiez, donc du 3e épisode, qui je crois est là ce soir, a elle aussi une très belle image pour parler de cette question de la douleur pour les ayants droit. Marion Bursault raconte quand même qu'un jour, le téléphone a sonné et c'est un généalogiste qui l'appelait pour lui demander si elle était bien la descendante d'un tel. Enfin, parfois, les histoires vous reviennent sans que vous l'ayez cherché, comme l'expliquait David. Et pourtant, la douleur est là, en l'occurrence, cet épisode-là. Et c'est pareil pour le 2e. Les gens sont morts assassinés. Ce ne sont pas des survivants. Là, l'épisode 1 qu'on a entendu, Hugo Simon survit à la guerre. Ce n'est pas le cas pour Mathilde Javal, qui a été donc spoliée. Et Marion Bursault a cette image de la piqûre d'abeille, où elle dit, voilà, j'ai été piquée par une abeille et on m'a dit qu'il fallait approcher une source de chaleur le plus près possible de la piqûre, jusqu'à la limite de l'insupportable. Et c'est comme ça que la douleur, le venin va disparaître. Donc c'était une façon, à travers sa voix à elle, pour nous, de faire une place aussi à cette question-là. Ce sont des mémoires meurtries. Et il y a aussi la voix là-dessus, dans le 2e épisode, on vous mélange peut-être un peu avec toutes nos histoires, mais le tableau de Klimt, dont vous avez certainement entendu parler, qui a été restitué par le musée d'Orsay, qui est notre 2e épisode. Il y a une chercheuse de provenance autrichienne qui s'appelle Ruth Player, qui a beaucoup participé à cette enquête, qui dit bien sûr que la restitution, c'est un moment victorieux, très beau, très émouvant. On est dans la réparation et on en est tous très fiers, etc. Mais voilà, moi, quand je vois ce tableau, je me dis que une femme est morte et si ce tableau lui avait pas été pris, elle aurait peut-être eu de l'argent pour émigrer, par exemple. Et voilà, il s'agit quand même de vie. Et paroles que vous avez recueillies au moment à l'instant de la restitution, où son premier mot était de dire qu'elle était triste. Et d'ailleurs, c'est ce qui apparaît clairement dans plusieurs épisodes. Il y a la restitution, mais il y a la reconnaissance de la spoliation qui est un élément très important, en tout cas particulièrement dans la restitution du Klimt de cet épisode 2.
ce qui me permet de rester sur cet épisode, donc à l'ombre d'un tableau, l'épisode 2 sur une œuvre de Klimt, qui a demandé un gros travail jusqu'à mobiliser le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Et peut-être juste un mot avant. Donc, on voit ici Éléonore Nora Stiasny, donc, qui est la propriétaire, la nièce de Victor Zuckerkandel, qui était un grand industriel viennois, collectionneur de Klimt. Ici, avec son fils Otto, à gauche, et deux neveux. Et donc, comme vient de le dire Léa, donc, Nora Stiasny et son fils et son mari, qu'on ne voit pas, ont été arrêtés, déportés et assassinés. Et Victor et Rudi ont, eux, pu survivre en Suède, où ils sont restés et où leur famille est voilà, en partie restée après la guerre. Oui, cela permet, sans être trop long et technique, de rappeler qu'une partie de ces œuvres dont on parle dans les épisodes sont des œuvres, et notamment le Klimt, qui appartiennent aux collections nationales ou à des collections publiques, c'est-à-dire des collections de villes ou de départements. Et les œuvres qui appartiennent aux collections publiques, ils sont normalement pour toujours, elles sont inaliénables, elles y entrent et elles sont protégées, ce qui est très bien par la loi française, le Code du patrimoine. Et dans les quelques cas, peut-être d'autres à l'avenir, certainement d'autres à l'avenir, où on s'aperçoit que, eh bien, avant leur entrée dans les collections, ces œuvres ont été spoliées, volées, vendues sous la contrainte, comme c'est le cas ici. Elle l'a vendue pour 5% de sa valeur après l'Anschluss à Vienne en 1938. Eh bien, lorsqu'on veut restituer, faire sortir cette œuvre, on est un peu coincé. Et seule la loi peut permettre la restitution. Et donc, ce tableau, avec le tableau de Chagall que Sophie Andrieux évoquait en ouvrant cette séance, et un autre tableau du trio, ont pu sortir du domaine public, parce que le Parlement l'a autorisé. Il a fallu aller devant l'Assemblée et le Sénat, qui ont autorisé spécifiquement ces œuvres à être restituées. C'est une loi qui a été votée à l'unanimité. Il y a des sujets consensuels au Parlement, ça arrive. C'est-à-dire que pour chaque œuvre, il faut aller jusqu'à chaque œuvre qui appartient au domaine public, il faut aller Donc il faut une loi qui vise tel et tel objet, ce qui est évidemment très lourd et très long. Alors il n'y a pas eu beaucoup de restitutions jusqu'à présent, donc c'était d'ailleurs la première loi du genre pour des biens spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou pendant la période 33-45. Et la prochaine étape, ça a été beaucoup évoqué au Parlement et ça a été annoncé par la ministre de la Culture au début de l'année, c'est justement de créer un dispositif qui permettra de ne pas avoir à retourner devant le Parlement à chaque fois. Donc on va avoir un projet de loi qui va créer ce dispositif, on appelle ça une loi cadre. Donc on y retourne une fois au Parlement, mais normalement une seule fois, pour on crée ce dispositif, et après l'administration avec le ministère de la Culture et j'en parle beaucoup, mais c'est une institution très importante dans l'ensemble de pour l'ensemble de ces questions, la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Voilà, avec ces différentes institutions, on pourra faire sortir les œuvres du domaine public sans avoir à passer à chaque fois par le Parlement. Donc la ministre a annoncé ce projet de loi, nous y travaillons et pour cette année normalement. En attendant la loi, il devait y avoir des solutions. Il y a d'autres solutions qui ont été trouvées, comme on le voit dans l'épisode 4, qui parle de la tapisserie qui est toujours conservée au musée Labinche à Brive-la-Gaillarde. Là, il y a eu un accord entre le musée et la famille. C'est-à-dire que sur cette œuvre-là, elle était également dans le domaine public. Elle avait le même problème, ouais. Donc il fallait aller devant l'Assemblée et finalement, le Parlement, l'Assemblée et le Sénat, et finalement, ça n'a pas été le cas. Non, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui était important pour la famille, c'est qu'on reconnaisse que c'était une œuvre spoliée à la famille Draille, et que si l'œuvre était restée conservée, c'est une tapisserie qui fait partie d'un ensemble, donc ça avait un sens pour le musée, qu'elle reste exposée, mais qu'on raconte l'histoire de la famille. Donc il y avait tout un enjeu de médiation autour de l'œuvre qui était très importante pour la famille, en fait, plus que de récupérer une tapisserie. En soi, l'objet, le retour de l'objet, là, pour cette famille-là, n'avait pas de... L'objet ne portait pas... Voilà, le retour de l'objet, à ce moment-là, était pas important... Enfin, était moins important pour la famille que le fait qu'on raconte cette histoire, et que dans ce musée français, il y a l'histoire de cette famille qui, pour le coup, avait été spoliée en Allemagne. Donc voilà, il y avait un sens... et ça a été compliqué aussi de... Enfin, c'est pas des solutions qui sont toujours faciles à trouver, parce que c'est pas évident pour la famille d'accepter. Le musée aussi s'est posé des questions. Et cet épisode a aussi, donc il y a cette question, il y a aussi la question de la recherche, parce que c'est une tapisserie. On a parlé beaucoup des
des œuvres d'art qui sont des objets uniques qui permettent de faire des recherches. Là, c'est une tapisserie, donc en fait, il y a plusieurs exemplaires de la tapisserie. Donc il y a tout un enjeu de recherche, là, vraiment quasiment d'histoire de l'art. Donc c'est le Louvre et Marie-Hélène de Ribou qui nous ont beaucoup aidés à comprendre ces différents exemplaires. Voilà. Ça aussi, c'était un épisode aussi vraiment de recherche un peu très visuel, qui était peut-être un peu compliqué pour Léa aussi à mettre en son, parce que c'était jouer, l'épisode s'appelle Les 7 différences, il a fallu examiner les différents exemplaires, et ça, il fallait trouver un moyen de pouvoir le raconter sans montrer les 6 photographies qu'on avait à disposition. Donc c'était un des enjeux aussi du podcast, c'est de ne pas montrer les œuvres, alors qu'évidemment, nous, on se base beaucoup dessus. Mais on voit bien dans cet épisode à la fois donc, le travail de recherche, le jeu de cette différence avec même un singe des singes qui interviennent, mais vous verrez, et la partie médiation où l'enjeu était aussi de faire en sorte que la manière dont la tapisserie reste, il y a également l'histoire qui l'accompagne, l'histoire de la spoliation qui l'accompagne, et également, comme vous le disiez, ça peut aussi relever de l'histoire de l'art, mais il y a eu un travail, en tout cas ça m'a assez marqué à l'écoute des différents épisodes, de parler donc de beaucoup d'œuvres ou d'objets d'art sans rentrer dans l'histoire de l'art ou sans rentrer dans les questions d'esthétique ou de courants artistiques dans lesquels il s'installe. À la fois, il y a la vie des propriétaires, mais il n'y a pas eu le choix de également accompagner par que le podcast soit aussi un podcast d'art. Et j'ai l'impression que ce choix-là était très affirmé parce que c'est une constante dans tous les épisodes. J'ai le vague souvenir qu'au tout début du projet, on s'était posé justement cette question-là de quelle place faire à l'histoire de l'art éventuellement. Là, le premier épisode que vous avez entendu commence par une description assez longue du tableau, mais c'est pas forcément le cas. Parfois, les œuvres sont pas du tout décrites et au contraire, on essaye de les imaginer, enfin de vous les faire imaginer. D'autant plus pour cette tapisserie du musée Labinche que je ne l'ai pas vue moi-même. Le musée était en travaux pendant le tournage, donc c'était vraiment un exercice d'imagination total. En effet, voilà, je pense que les histoires, encore une fois, sont tellement complexes que ajouter encore la dimension. Et puis, c'est peut-être en fait un choix de fond aussi. C'est le choix, en effet, de considérer l'œuvre comme un témoin et comme un objet qui va traverser des étapes, mais pas l'œuvre vraiment comme une œuvre d'art. D'ailleurs, donc il y a une tapisserie et des archives papier, comme on l'a évoqué. Donc il y a 2 épisodes qui portent pas sur des tableaux. Et il y avait aussi cette idée que la mission m'a très vite expliquée comme une idée importante pour vous dans votre travail, et donc une idée qui devait être directrice aussi dans le choix des œuvres qu'on allait faire, puisqu'on a assez vite décidé de faire un épisode, une œuvre. Il y avait cette idée de dire, voilà, quand on entend parler des œuvres d'art spoliées, qu'on entend éventuellement parler des restitutions, voilà, on entend parler du Klimt. On entend parler d'œuvres d'art qui ont des valeurs artistiques, mais aussi financières énormes, gigantesques. Or, nous, notre travail, c'est ça que vous m'avez dit très très tôt, nous, notre travail ne s'intéresse pas à la valeur financière en fait de l'œuvre, et donc nous on travaille aussi sur des tapisseries, des natures mortes, des objets qui n'ont aucune valeur sur le marché de l'art. C'est pas notre question, et donc il fallait aussi rendre compte de ça. Bien sûr qu'il y a aussi le Klimt qui est une histoire incroyable, et le tableau, bon, quand vous êtes en face du tableau, vous comprenez aussi sa valeur, c'est époustouflant, mais on n'était pas là pour en effet faire de l'histoire de l'art. Je pense que c'était important. Oui. Après, il y a des tableaux, parce que de fait, on travaille aussi beaucoup sur des tableaux, donc on ne pouvait pas non plus effacer cet aspect, parce que c'est vrai que c'est quand même la majorité des œuvres sur lesquelles on travaille. Après, c'est le problème de la valeur financière de l'œuvre. Effectivement, nous, c'est pas notre enjeu. Le seul problème, c'est que plus les œuvres sont connues et plus elles sont faciles à rechercher. Donc c'est vrai qu'une œuvre qui est moins bien référencée dans les catalogues raisonnés, dans les catalogues de vente, va être plus difficile à rechercher. C'est aussi pour ça qu'on médiatise ces affaires-là, c'est que c'est celles qu'on restitue aussi, parce qu'elles sont plus faciles à retrouver. Mais c'est pas pour ça que nous, au quotidien, on travaille aussi sur les livres, qui sont sont pas du tout des... On travaille pas sur des beaux livres, on travaille aussi sur des livres qui sont des livres
du quotidien. Donc après, le bien culturel et le livre, c'est un petit peu à la limite. C'est ce qu'on a toujours le problème de cette définition dont on parlait tout à l'heure. Mais nous, ça, dans notre travail de recherche et sur le pourquoi est-ce qu'on travaille sur ces objets, effectivement, ça n'a pas de répercussions. Oui, enfin, simplement pour compléter, sur cette question de la valeur, c'est vraiment important parce que nous sommes amenés à faire ce travail avec les musées, les bibliothèques, quelle que soit la valeur de l'œuvre, c'est important. C'est vrai que le Klimt, comme le dit Léa, prend beaucoup la lumière et on revient un peu à la question initiale des biens culturels qui masquent ou qui peut-être font de l'ombre aux autres spoliations, mais au sein même de l'ensemble des œuvres d'art, il y a de tout et on fait ce travail pour des œuvres. On essaie d'avancer partout où c'est possible et les musées essayent d'avancer partout où c'est possible et certaines œuvres qui sont restituées ne valent pas grand-chose aujourd'hui, ne valait peut-être pas énormément à l'époque. Il n'y a pas que des grandes collections et on peut restituer quelle que soit la valeur. En effet, on ne s'y intéresse pas trop. C'était important de raconter l'histoire du Klimt parce qu'elle est en effet à rebondissement. C'est une œuvre majeure. C'était le seul Klimt des collections nationales en France aussi. Il n'y en a plus. Voilà. Et puis, ça a été l'objet de la loi. Mais c'est vraiment important, en effet, de le dire. Et alors, on n'a pas pu faire d'épisode sur sur les livres, parce que les dossiers sont en cours. Mais l'épisode sur les archives que l'on voyait tout à l'heure de Georges Michel, raconte un autre type d'histoire. Il y avait des choses importantes dans ces archives, des écrits, des manuscrits et quelques œuvres d'art aussi glissées dans les cartons, petites, pliées, des dessins, des caricatures d'art par des artistes. Mais voilà, je crois que c'est en effet important de rappeler la diversité des objets sur lesquels on se penche. Et donc dans le choix des histoires racontées, donc la diversité des objets et des œuvres d'art, et la diversité aussi des enquêtes menées ou de la manière dont les enquêtes sont menées, la diversité des démarches, si c'est une démarche proactive ou si c'est des ayants droit ou des descendants qui vous contactent, est-ce qu'il est possible de dire un mot sur le nombre de restitutions qui ont eu lieu depuis la création de la mission et sur les démarches en cours, sur votre travail de recherche actuel, parce que ce qu'on saisit bien, et peut-être aussi de prendre un exemple, parce que de rappeler par exemple sur ce premier épisode, même si ça a démarré avant, le temps, parce qu'il faut du temps long, c'est assez complexe de faire aboutir une restitution. Oui, alors ça va plus ou moins vite, ça va plutôt pas assez vite, globalement, on le sait, c'est ce qu'on entend. Nous avons donc porté ce projet pour faire connaître ces histoires-là. Ce sont, comme je le disais tout à l'heure, de bonnes histoires au sens où elles se terminent, où elles vont se terminer. Il y a 2 épisodes pour lesquels les œuvres n'ont pas encore, pas pour lesquelles, mais qui parlent d'œuvres qui n'ont pas encore été restituées, qui vont l'être cette année, l'épisode 3, épisode 6, je crois. Mais donc ce sont de bonnes histoires. Mais on l'entend plutôt, ça a duré beaucoup de temps, ça a duré longtemps pour cette affaire de Pechstein, entre le début de l'enquête par Angela Lampe et la restitution en 2021. Donc encore une fois, il ne s'agit pas que de notre travail, mais vraiment du travail collectif des musées, du ministère que nous avons dans certains cas pu mener jusqu'à son terme. Comme on l'entend, pardon de me citer dans l'épisode, notre question c'est aussi parfois de trancher. Il faut décider parce qu'on pourrait parfois en effet attendre, parce qu'on voudrait savoir davantage. Parfois on sait bien, on sait quasiment tout, c'est assez rare mais ça arrive. Et puis parfois on ne sait pas et donc il faut arriver à trancher. En général on a une recommandation, on a à peu près une conviction, on arrive à une conclusion. Parfois, il arrive qu'on transmette un dossier à la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation qui donc prend les décisions aujourd'hui, recommande une décision, nous instruisons et la commission recommande la décision. Et parfois, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien et on passe un peu la responsabilité à la commission dont c'est le rôle de trancher. Mais ça prend du temps. Et donc, nous avons pu, ces dernières années, nous avons pu arriver à certaines restitutions grâce à des recherches qui avaient commencé avant la mission, donc on ne veut pas s'octroyer des bénéfices que nous devrions en tout cas partager. Donc il y en a eu, j'aurais dû réviser, une dizaine, ou non, un peu plus depuis 2019,
dans une quinzaine, et on a 25 objets ou œuvres d'art qui devraient être restitués prochainement. Voilà, donc ce sont des recherches assez longues, évidemment, sans compter le travail qui est fait, qui est moins visible sur les œuvres, comme le disait Elsa, sur des œuvres qui ne sont pas localisées aujourd'hui, qui vont peut-être jamais être localisées, mais ou plus tard, et qui pourront en revanche être indemnisées parce que justement on ne sait pas où elles sont, et en attendant peut-être de les trouver, l'État peut indemniser la famille si la spoliation a eu lieu en France pendant l'occupation. C'était une question qu'on s'était posée dans le choix des épisodes, enfin, le choix des œuvres, des histoires qu'on racontait. Est-ce qu'on raconte que des œuvres qui vont jusqu'à la restitution? On a fait ce choix-là aussi parce que quand les affaires elles sont en cours, on ne peut pas toujours en parler parce que les décisions n'ont pas été prises, c'est compliqué. Mais moi, c'était un regret peut-être de parler, parce que c'est des cas qui nous occupent en fait de manière majoritaire, toutes ces recherches en cours qui sont très longues. Et en fait, on ne trouve pas, on cherche, il y a des rebondissements, parfois il se passe rien pendant des années, il se repasse quelque chose parce qu'il y a des nouvelles archives, il y a un nouveau chercheur ou une nouvelle personne qui arrive en fait dans l'histoire, on le voit dans le Pechstein, mais dans tous les épisodes. Il y a vraiment plusieurs personnes, il y a plusieurs interlocuteurs, il y a des chercheurs, il y a des familles, tout le monde apporte quelque chose en fait. C'est pas un chercheur tout seul qui rétablit l'histoire de l'œuvre. C'est toujours un travail collectif. Et donc ça, c'est vrai que c'est ce qu'on voit pas en fait. On n'en parle pas de ces recherches-là et de toutes ces œuvres parce qu'elles n'arrivent pas à cette fin de restitution. Donc il ne faut pas oublier qu'elles existent aussi, toutes ces histoires. Bien sûr, et le travail collectif, on le ressent bien par aussi la multiplicité des paroles et des interviews dans chacune des enquêtes qui sont menées. Peut-être un mot sur l'univers sonore, ou en tout cas sur les choix de la tonalité donnée à ce podcast, ce qui a amené à les choix par exemple sur les archives lues qui sont portées par quelques voix, la voix qui a été de évoquée Florence tout à l'heure, Loirecaille. Et l'univers sonore musical aussi qui accompagne l'ensemble des podcasts. Et je remercie et je salue Arnaud Forest qui est le réalisateur sonore de la série et qui a justement donné sa forme. Une fois l'écriture et le montage fait, la forme acoustique, c'est vraiment lui qui l'a trouvé et je pense qu'il a fait ça avec beaucoup de justesse lui aussi, parce qu'il me semble que, en fait, ce qu'on a voulu, c'est que ce soit vivant. Et qu'il y ait un rythme, voilà, que même si ce sont des enquêtes parfois très longues, parfois compliquées, etc., qu'on conserve, qu'on prenne un peu l'auditeur par la main dans les zones de complexité. Donc il y a vraiment une dimension pédagogique qu'il fallait essayer d'alléger un peu, mais dont on avait vraiment besoin. Et Florence Loirecaille, je pense, joue extrêmement bien ce rôle, c'est-à-dire qu'elle incarne, il y a cette proximité, donc elle nous prend justement par la main grâce à cette proximité, et en même temps, il y a cet effet de reconnaissance de sa voix de comédienne via... Elle n'a pas fait que ça. Elle a une filmographie importante déjà, mais via notamment son personnage dans la série Le Bureau des légendes, qui donc... Voilà, à l'oreille, quand on a vu cette série, il y a, je trouve, un effet de reconnaissance et ça évoque cet univers-là de l'enquête, de la recherche qu'elle incarne, du coup, très bien. Et donc, elle donne, je pense, sa patte à la série. Oui, ça, c'était vraiment un enjeu avec Léa, c'est de trouver cet équilibre, la justesse de ton, parce qu'il fallait qu'il y ait ce côté enquête. Mais nous, on voulait... Voilà, on parle de sujets qui ne sont pas toujours... léger, on voulait pas non plus que ça devienne l'enquête policière un peu tape à l'œil, enfin voilà, ça devait rester assez sobre, mais en emmenant quand même effectivement la personne qui écoute, d'arriver à parler de choses complexes tout en ne perdant pas l'aspect narratif et l'aspect sonore, enfin la musique aussi qu'a trouvé Arnaud était très importante parce que il fallait trouver un bon équilibre. Je pense que ça fonctionne aujourd'hui.
Et juste une dernière chose, parce que je pense que peut-être certains d'entre vous se posent la question, comment on fait pour écouter les autres épisodes, ce que vous allez courir faire dès que vous serez rentrés chez vous. Donc c'est un podcast, ça veut dire que c'est un contenu gratuit qui est en ligne et qui dès demain sera sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site bien sûr du ministère de la Culture, en accès libre et gratuit et indéfini dans la durée, je pense. Voilà. Et l'inhabilité des œuvres d'art et c'est éternel sur Internet. Alors, à vous de poser vos questions, d'ailleurs plus des questions que des interventions, et on va même en prendre 2-3 à la fois pour avoir le temps quand même de cet échange-là avec la salle. Daniel Dratois, combien de chercheurs pour combien d'objets à rechercher? On va prendre d'autres questions à la fois, si vous le souhaitez. Oui, merci Inès Rodin-Drenard. C'est pas une question, je voudrais juste une information complémentaire, puisqu'on a entendu cette très belle voix de Rafael Cardoso. Et Rafael Cardoso n'est pas seulement l'arrière-petit-fils de Hugo Simon, mais aussi un très bon écrivain. Et c'était un appel en fait à une maison d'édition française de faire traduire son livre, puisqu'il a écrit la biographie de Hugo Simon. Elle existe en allemand, en hollandais et portugais. Et donc c'est un très beau livre. Il a romancé la vie de Hugo Simon, et ça serait formidable de voir la traduction française de ce livre de Rafael Cardoso. Merci. Eh bien, merci à vous. On va prendre une toute dernière question ici, parce qu'il va falloir qu'on libère la salle dans peu de temps. J'avais dit pas d'intervention, que des questions, mais cette intervention-là était plus que pertinente, donc je vous remercie de ne pas m'avoir écouté. Moi, c'est une question, vous avez assez peu parlé du côté des musées. C'est-à-dire que c'est vrai que ces œuvres sont, on comprend très bien, des objets qui ont appartenu en toute l'histoire familiale, enfin tout ce que nous avez expliqué, mais en même temps, ce sont des œuvres d'art et qui étaient vues par tout public, par exemple, et qui vont re-rentrer dans une collection privée et qui, on peut le voir comme ça aussi, vont peut-être manquer à l'histoire de l'art et manquer aussi à des musées qui peuvent être des petits musées, j'imagine, parfois, et c'était l'œuvre centrale. Voilà, donc comment ça se passe à ce moment-là? Sur la première question, combien de chercheurs, combien d'objets recherchés, donc c'est plusieurs réponses, plusieurs questions déjà, mais plusieurs réponses. Donc, alors si on part de notre service, la mission de recherche, nous sommes 6 et nous travaillons avec à peu près 5 ou 6 autres chercheurs qui sont quasiment de la mission, tout autant, qui travaillent avec nous et qui travaillent dans des musées pour le compte de musées. Ensuite, idéalement, dans le monde idéal, c'est le travail de chaque musée et aussi de chaque bibliothèque. Encore une fois, on n'a pas suffisamment parlé des livres, mais la problématique est un peu différente, mais quand même très proche. C'est le rôle de l'équipe scientifique du musée, conservateur, documentaliste, chargé d'études documentaires, de faire ces recherches et de les faire davantage, à la fois sur les œuvres qui sont dans les collections et à la fois sur les œuvres qui vont entrer dans les collections, pour éviter d'ajouter des problèmes aux éventuels problèmes sur d'œuvres posées par des œuvres qui sont déjà dans les collections. Il y a en France, c'est vrai, très peu de postes dans les musées de ce qu'on appelle des chercheurs de provenance. Il y a au musée du Louvre 2 ou 3 personnes qui font ce travail quasiment à temps complet. Emmanuel Pollack, Marie-Cécile Bardoz, Béatrice Lovic notamment. Le musée d'Orsay vient d'ouvrir un poste. Nous travaillons avec le musée d'art moderne et beaucoup de musées, enfin beaucoup, de plus en plus de musées, parfois des musées de taille modeste, se lancent dans cette recherche-là. Si vous regardez en Allemagne, si vous regardez en Autriche, il y a beaucoup plus de postes, de chercheurs, beaucoup plus de moyens aussi, c'est vrai. Voilà, on progresse, on essaye de faire mieux. Et combien d'objets recherchés, c'est une question aussi très, très difficile. On a l'habitude de dire, mais c'est très arrondi évidemment, qu'il y a eu environ 100 000 œuvres d'art, objets d'art volés en France. Et je vous ai dit 5 millions au moins d'ouvrages, de livres volés en France. On sait qu'il y a 45 000 qui ont été restitués, 60 000 qui sont revenus, 45 000 qui ont été restitués, mais tout n'avait pas été signalé. Dans les 100 000, c'est sans doute sous-estimé. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers
d'œuvres d'art qui sont pour partie dans des musées publics ou privés, enfin dans le monde entier, et pas seulement en France bien sûr, et peut-être plus encore, pour une plus grande partie, chez des gens, sur le marché de l'art. Beaucoup d'œuvres ont disparu, ont été détruites aussi. Donc voilà, c'est évidemment assez difficile de répondre à cela. Sur l'autre question, peut-être sur le manque éventuel, c'est une question, c'est une remarque que l'on entend souvent, une remarque que l'on peut se faire assez naturellement. Voilà, c'est le départ de l'œuvre du musée. Le tableau de Pechstein, il a été exposé au Musée national d'art moderne à Beaubourg, il a été déposé longtemps à Nancy, et puis un jour il est parti. Et on comprend que cela puisse poser une question, et qu'on puisse se dire, mais voilà, il était présenté à tous, c'était un bien commun, il était pour la délectation du public, et puis il s'en va. Et parfois il s'en va pour de bon, c'est-à-dire qu'il va chez quelqu'un. Parfois, il est revendu par la famille, parce que les ayants droit sont nombreux, parce que c'est leur choix, parce qu'ils ne se connaissent pas, 47 ayants droit, on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, il est vendu, et il peut être acheté par un propriétaire privé qui va le garder chez lui, ou qui va le déposer dans un musée. Il peut trouver un autre musée, peut-être plus tard. Mais je ne crois pas qu'on puisse parler de manque. Encore une fois, c'est un bien qui retourne là où il devait aller, c'est-à-dire qu'il retrouve ses propriétaires. En fait, il ne retrouve pas ses propriétaires initiaux, il retrouve 2, 3, 4 générations plus loin de nouveaux propriétaires, des ayants droit, qui sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Et tout cela arrive bien tard. Donc, c'est la liberté complète des ayants droit de choisir. Parfois, on voit qu'il y a d'autres solutions, comme le cas de la tapisserie, qui est toujours à Brive-la-Gaillarde, que vous pouvez voir. Ce n'est pas une meilleure solution qu'une autre, c'est une autre solution. Et donc, oui, évidemment, le Klimt manque au musée d'Orsay. Manuel Coquery, avec qui on a travaillé, directeur adjoint des collections, est ici et pourrait compléter peut-être. Est-ce que le tableau manque au musée d'Orsay ? Ça n'a pas été notre question. Je comprends qu'on se la pose, mais je ne crois pas qu'on doive se la poser trop. Enfin, on peut se poser toutes les questions, bien sûr, mais en tout cas, ça n'est pas un obstacle, nous semble-t-il. Si vous voulez compléter. Oui, c'est des œuvres qui n'auraient pas dû rentrer dans le musée, donc la question évidemment que la question peut se poser, mais l'œuvre n'aurait pas dû être là. Donc on rétablit une situation on rétablit la situation d'origine. La famille ne voulait pas donner l'œuvre au musée, ne voulait pas vendre l'œuvre au musée. L'œuvre s'est retrouvée dans ces musées sans volonté de la famille. Donc quand il y a un vol, on ne se pose pas la question de... Enfin, on rend l'œuvre à la personne à qui on a volé. Donc voilà, on rétablit une situation qui était anormale. C'est bien de le dire aussi, ça servira de guise de conclusion. Merci à vous. Si vous voulez prolonger l'écoute de la série documentaire du podcast de Léa Weinstein, réalisé par Arnaud Forest et Gong, et donc proposé par le ministère de la Culture et la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés de 1933 à 1945, vous pouvez le faire sur le site du ministère de la Culture et également sur toutes les applications de podcast, à commencer par Radio France, et vous pouvez le faire dès ce soir. Enfin, l'information, c'est que c'est demain, et ceux qui le souhaitent, sachez que c'est déjà en ligne dès ce soir. Un grand merci à vous trois, David Zivie, Eldara Bernier-Lepin et Léa Weinstein.